travaillé, on a réfléchi à la question comment adapter la gouvernance de l'organisation à l'évolution des parties prenantes. Donc quand il y en a des nouveaux salariés ou des nouveaux fournisseurs, des nouvelles personnes avec qui traiter, comment aménager la gouvernance par rapport à ces nouvelles personnes qui ne sont pas forcément au point par rapport à ce que vous faites dans l'organisation. Bonjour, nous on se demandait quelles étaient vos modalités de prise de décision et ce qui orientait les choix de ces modalités. Bonjour, donc nous on a travaillé sur les valeurs portées par la gouvernance démocratique, à savoir est-ce que la définition des valeurs était un préalable en fait à la gouvernance. Alors, effectivement, le processus d'accueil, mais peut-être que je vais répondre à la deuxième question au départ pour dire quelles sont nos modalités, nous, de fonctionnement et comment après ces modalités, elles prennent en compte les nouveaux arrivants ou pas, en fait. Donc, dans notre organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est assez complexe et qui commence à être de grande taille, on a instauré un certain nombre de processus. On a déjà les formes qui sont contraintes par nos statuts juridiques, donc notamment sur la partie, on va dire, politique et stratégique. On a donc un conseil d'administration dans chacune des coopératives, et je l'ai dit, on a un réseau de 10 coopératives sur l'ensemble du territoire, donc on a 10 conseils d'administration qui prennent les décisions sur le volet politique et stratégique. Donc on est sur un horizon de temps de plutôt 2 à 3 ans. Dans ce périmètre de conseil d'administration. Bien évidemment, ils se réunissent tous les 2 mois, 1 mois, 2 mois, ça dépend le rythme des coopératives, sous des formes physiques ou téléphoniques, composés de maximum 18 personnes, puisqu'on est des sociétés anonymes, donc ça c'est contraint par la loi. Et donc l'ensemble de ces personnes ont ce périmètre de décision politique et stratégique. Donc elles déterminent les budgets, les orientations du projet d'entreprise. Ensuite, on a les équipes de salariés, dont certains salariés qui sont tous sociétaires de la coopérative, mais certains sont élus au conseil d'administration. Donc on a des salariés qui participent au conseil d'administration. Et ensuite, dans les décisions plutôt stratégiques et opérationnelles, on a différentes modalités d'organisation des équipes, de direction, par pôle d'activité. Donc nous, les grands sujets, c'est la démarche commerciale, la recherche de producteurs, l'animation de la vie coopérative. Ce sont des missions qui sont réalisées par des salariés. Et ce qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant, dans l'ensemble du réseau, et ça commence à se diffuser dans l'ensemble des strates de l'organisation, c'est la mise en place des modes sociocratiques. Donc je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Donc c'est des modalités d'organisation et de prise de la décision qui permettent d'associer le maximum de monde et particulièrement ceux qui vont être concernés par la mise en œuvre des décisions qui sont prises. Donc on a instauré un certain nombre de cercles, puisque c'est le terme qui est utilisé en sociocratie, qui rassemblent des gens, et ça fait écho à ce qui était dit ce matin, qui sont donc en équivalence, quand Sébastien parlait de pairs, PAIR, on est sur des gens qui vont être dans des cercles de décision, de construction collective, et qui sont, quel que soit leur statut dans l'entreprise, quel que soit leur positionnement hiérarchique, puisque avec une organisation avec 150 salariés, il y a forcément une hiérarchie qui est posée, il y a un organigramme, mais malgré ça, dans ces cercles, les salariés ou les administrateurs, ou les deux ensemble, sont en équivalence, c'est-à-dire que chacun, dans le périmètre de décision qui est fixé à ce cercle, est équivalent à la personne qui est à côté de lui. Pourquoi on a fait ces choix de sociocratie? C'est qu'on s'est rendu compte que très rapidement, par les enjeux économiques qui sont derrière notre modèle, on est sur un marché de l'électricité qui est un marché très complexe, qui est un marché extrêmement capitalistique, alors que nous, on est une organisation qui l'est peu. On est sur des organisations qui travaillent directement comme une espèce de bourse de l'électricité, tout un certain nombre d'éléments qui sont assez antinomiques avec le projet de transition énergétique que l'on porte. Et malgré tout, c'est le sujet et le marché sur lequel on travaille. Donc il fallait
impérativement qu'on reste en phase avec ça. Et donc on craignait que notre organisation soit emmenée dans les modes de fonctionnement habituels des entreprises qui sont celles qui fonctionnent sur ce marché-là. Donc on avait besoin de véritablement penser la démocratie à l'intérieur de notre organisation de manière différente. Donc on a mis en place ces processus. Alors comment on accueille les nouveaux dans cette organisation? Il y a vraiment un enjeu de formation, c'est-à-dire que tous ces fonctionnements, ça s'apprend. Il y a des postures à avoir, il y a des choses à intégrer, il y a un peu comme des prérequis. Et donc on a besoin, que ce soit des administrateurs, des bénévoles, des sociétaires actifs, on a tout ça un peu dans notre organisation, différents niveaux d'implication et les salariés qui doivent être formés. Parce que tout ça, ça repose beaucoup sur la confiance. Et donc forcément, il y a un processus d'apprentissage et d'accueil des nouveaux. Je ne dis pas qu'on le réussit à tous les coups, parce que ça demande du temps. Et souvent, comme on est une entreprise, je l'ai dit, en développement, on recrute beaucoup. On recrute des administrateurs, on recrute des sociétaires actifs, on recrute des salariés. Et donc souvent, on est pris par le temps. Et donc on n'y consacre pas suffisamment les moyens pour que tous ces gens se retrouvent bien dans ces nouveaux processus. Sur les valeurs, je laisse quelqu'un d'autre répondre. Sur les modalités de prise de décision, moi, ma conviction, c'est, en tout cas la manière dont on pratique à l'intérieur de Graph, c'est qu'on a une prise de décision qui est assez faiblement procédurée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure de vote, on vote très peu, on vote un tout petit peu en assemblée générale sur des questions qui généralement n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et en revanche, on essaie plutôt d'être très fort sur les principes, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, et de questionner le projet, et d'être fort aussi plutôt sur les outils, c'est-à-dire d'être très outillé et de beaucoup préparer les temps collectifs, de mobiliser des outils d'animation des temps collectifs et de la prise de décision, mais qui ne sont pas des procédures. Du coup, notre intuition, c'est qu'en fait les procédures, elles brident souvent la créativité, et que si on veut qu'il y ait un peu d'intelligence collective qui se dégage dans le temps collectif, si on met un carcan de procédure, ça risque pas d'aider la créativité à se libérer. Ensuite, dans la pratique, effectivement, comme tout le monde, on a des instances. Donc, il y a un conseil d'administration, il y a une équipe interne, qu'on appelle l'équipe interne, qui est une équipe de 10 salariés qui s'occupe des fonctions qui sont mutualisées au sein de la coopérative. Le principe qu'on essaye de maintenir, c'est de dire que, quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau de la décision, il doit y avoir toujours une forme de collégialité. Donc, par exemple, moi j'ai un mandat de direction, donc on est une coopérative SA comme Enercop, donc dans une SA, que ce soit une coopérative ou pas, il faut nommer un directeur général ou une directrice générale. Bon, du coup, on a décidé de 3. Donc, même quand il y a une décision qui est prise par la direction générale, elle est prise par 3 personnes, pas par une personne. Sur la question de l'entrée des nouveaux, donc nous on n'est pas particulièrement concernés par la question de l'entrée de nouvelles parties prenantes, au sens où les parties prenantes sont relativement stables. Donc, nous, les parties prenantes c'est important peut-être de le dire, ne sont que des professionnels. Du coup, les gens qui participent à Graph et qui sont décisionnaires sont des professionnels, il n'y a pas de parties prenantes bénévoles qui soient impliquées dans notre gouvernance. Et effectivement, on a un enjeu, parce que du coup l'organisation se développe assez vite, on a un enjeu sur l'accueil des nouveaux. Moi, du coup, j'abonde tout à fait dans le sens de Florence sur la question de la confiance. Moi, je crois beaucoup à un cercle vertueux de la confiance dans les organisations coopératives où, en fait, il y a un peu un schéma, si on arrive à l'enclencher, qui peut fonctionner très bien, qui est, si on donne une confiance a priori aux gens qui entrent, ben, en fait, ils se sentent accueillis, ils se sentent responsabilisés. Et du coup, ils vont être dans une posture de prise de responsabilité, de souci aussi de l'outil collectif dont on leur donne un petit peu les clés. Et du coup, ils vont se montrer dignes de cette confiance qui va se renforcer et ainsi de suite. Donc on essaye d'être beaucoup dans cette démarche d'accueil et de confiance donnée a priori aux personnes qui arrivent. Mais ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que quelqu'un qui arrive va tout de suite se sentir légitime et pertinent et avoir tous les éléments de contexte pour prendre la parole et faire un monologue de 5 minutes devant 80 personnes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on organise une formation du coopératif qui est pour les nouveaux, qui dure une journée, parce qu'on réfléchit pour 2018 à
mettre en place un cycle de formation un peu plus complet avec une formation de 3 jours qui serait la suite. Et du coup, ce qu'on propose de changer, c'est qu'on leur dit, bah voilà, en fait, il peut y avoir un peu un parcours. Bien sûr que vous n'allez pas vous présenter comme pour être administrateur de GRAPP le 2e jour de votre vie dans GRAPP, mais il peut y avoir un parcours et qui passe par plein de petits pas, qui passe par le fait de venir à un apéro pour juste rencontrer les gens, parce qu'en fait, prendre la parole en public, si on est un peu timide et qu'on a du mal à parler à l'oral, c'est compliqué, mais en fait c'est encore plus compliqué quand on ne connaît pas les gens. Quand on connaît déjà les gens, c'est déjà beaucoup plus simple. Donc il y a un deuxième petit pas qui va être de venir à un séminaire, puis il y aura un autre petit pas qui sera participer à un groupe de travail, et puis après peut-être animer un atelier de travail, et puis animer un moment en plénière, en grand groupe, et puis présenter sa candidature comme administrateur. Et ça c'est peut-être à horizon de 3 ou 5 ans. Mais en tout cas, l'idée c'est de dire qu'il peut y avoir une notion de parcours et de progression dans la vie coopérative. Et je crois beaucoup au fait que la démocratie, elle est à la fois une posture éthique et un principe politique. Elle est à la fois une modalité de prise de décision, c'est-à-dire quand même il faut que ça soit un truc qui à la fin amène quelque chose. Et en même temps, c'est aussi une école, c'est-à-dire qu'en fait la démocratie, la prise de décision démocratique est elle-même une école de la démocratie, c'est-à-dire c'est aussi en faisant qu'on apprend. Et du coup, la meilleure école pour intégrer les nouveaux, c'est justement de dire, en fait, venez au temps collectif. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les gens qui se sont pas ou mal intégrés, c'est ceux qui sont pas venus, justement. C'est que du coup, ils sont pas venus au temps collectif, on n'a peut-être pas réussi à les convaincre que c'était bien de venir, et du coup, finalement, la mayonnaise monte pas, quoi. Et que du coup, au bout d'un moment, ils sortent ou ça se passe pas bien, quoi. Sur les valeurs, moi, en fait, la démocratie, je la vois comme étant un truc qui est imbriqué dans un tout. C'est-à-dire que pour moi, je ne peux pas dissocier le fait de fonctionner démocratiquement de l'ambition qu'on se donne sur les questions d'alimentation durable ou de répartition des richesses. Nous, on a inscrit notre projet qui est un projet clairement économique. Hein. On est aussi dans une dynamique entrepreneuriale et sur un marché. Mais en même temps, la coopérative a aussi son agenda politique et qui est un projet de transformation sociale. Et dans ce projet de transformation sociale, il y a cette question de la démocratie parce qu'on pense que c'est aussi un énorme levier pour réaliser ce changement social et commencer par réaliser le changement des individus que nous sommes. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette idée de fonctionnement démocratique comme étant elle-même une école de la démocratie. C'est qu'en fait, on se change nous-mêmes en fonctionnant démocratiquement. Je vais répondre à la 3e question, puis à la première, ça va faire un pont, je pense. Donc définir les valeurs comme préalable à la gouvernance, de mon point de vue, et pour les groupes que j'accompagne, je commence par là, pour vérifier en tout cas que les valeurs sont posées. Et non seulement les valeurs, mais aussi la raison d'être, de pourquoi on est ensemble, c'est quoi notre mission en commune, qu'est-ce qui nous réunit. Et asseoir les valeurs, ça assoit aussi l'identité. Et ça me paraît effectivement fondamental, et de se mettre d'accord sur nos représentations différentes. Un exemple concret, j'ai accompagné une école démocratique. On commence par travailler sur les valeurs de chacun, les valeurs collectives, et puis ils cernent un petit peu les valeurs clés qui émergent. Et puis je questionne qu'est-ce qui manque par rapport à ce qui a émergé. Et ils disent, ah oui tiens, on n'a pas mis la démocratie. Et du coup, c'est comme si c'était tacite. Et du coup, ils ont parlé, ils ont dit on va prendre un temps ensemble pour en débattre parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la représentation de ce que ça veut dire. Donc, partir en ayant l'impression qu'on est tous d'accord sur le sens, les valeurs, en fait, c'est un risque d'enrayer la dynamique plus tard, quoi. Donc, désamorcer ça le plus tôt possible. Et par rapport à la première question, ce que j'ai compris de cette question, c'est comment adapter l'évolution de la gouvernance quand il y a des nouvelles personnes. Qu'est-ce qu'on remet en cause ou pas, ou est-ce que ça continue comme c'était avant? Et ça, c'est une question qui ressort assez souvent dans les collectifs. Si on a passé 1 an, 2 ans, 3 ans à travailler sur les valeurs, la gouvernance, on est à peu près au clair. Une nouvelle personne qui arrive et qui dit on pourrait fonctionner encore différemment, ou moi j'aurais besoin de telle valeur. Et donc il y a le rapport au temps qui vient, puis l'efficacité. Enfin, on n'a pas envie de repasser des heures et des heures de discussion. Et en même temps, la personne qui arrive, elle intègre le système et forcément ça fait bouger l'ensemble. Ça ne peut pas être figé, sinon ça va coincer ou la personne ne va pas rester. Donc là, c'est une variable propre à chaque collectif de trouver comment l'ajuster, comment
on fait évoluer ou pas la dynamique, la gouvernance. Et voilà. Et ce que je préconise, c'est d'avoir identifié en amont comment repérer les tensions et ce qui fait conflit d'une manière systémique, pour que justement tout ce qui n'a pas évolué, toute la nouveauté qui n'a pas été intégrée, que ce soit une nouvelle personne ou une nouvelle donnée extérieure, voilà, n'importe quelle contingence, si on ne l'a pas vu ou si on a contourné puis on ne s'est pas vraiment adapté, ça va créer des tensions à un endroit dans la structure, peut-être au niveau interpersonnel, mais ça aura aussi quelque chose à dire au niveau systémique. Et si on est au clair de comment détecter ces tensions et les poser, alors ça peut donner vraiment des clés sur ah oui, peut-être qu'il faut bouger ce paramètre-là ou rediscuter de celle-là. Voilà, donc c'est encourager aussi la structure à évoluer par elle-même en conscience. Tout à fait, je suis tout à fait en phase avec ce que tu viens de dire sur cette question des valeurs qui m'a beaucoup intéressé à la Massif. Alors c'est vrai que les entreprises de l'économie sociale, en tout cas les grandes entreprises de l'économie sociale, elles ont souvent tendance à se définir en opposition aux entreprises classiques au motif qu'il y a un certain nombre de valeurs qui guident leur action, là où les firmes classiques, elles n'agiraient que dans le but de maximiser leurs profits. Alors à la question faut-il définir précisément les valeurs, les chercheurs en gestion diraient qu'il ne faut pas trop définir les valeurs, parce que tant que vous restez dans l'ambiguïté, vous masquez les éventuelles divergences qui peuvent exister, et donc vous évitez le conflit. Julien vient de dire l'inverse, et je crois qu'il a tout à fait raison. Pour ma part, l'observation de la Massif me fait dire tout autre chose. Alors comme toutes les organisations de l'économie sociale à la Massif, on n'arrête pas de se parler de valeurs, c'est dans tous les discours, de valeurs mutualistes. Et les gens vous disent que les valeurs mutualistes, c'est ce qu'ils ont en partage. Alors on peut ne pas être d'accord sur tout, mais en tout cas, on est certain qu'on partage un certain nombre de valeurs qui nous distinguent de nos concurrents capitalistes. Et il y a en fait, selon moi, deux grands problèmes dans la manière dont on a de se représenter les valeurs. C'est comme si c'était une substance qui existe, et puis que voilà, moi j'ai des valeurs, toi aussi tu as des valeurs, on les en partage. Alors, premièrement, dans les instances de gouvernance, chacun est libre de convoquer les valeurs pour faire obstacle à un projet. Il suffit de dire « Ah non, ça c'est pas conforme à nos valeurs » pour arrêter les discussions. Et comme on est dans une entreprise pluraliste et qu'il est supposé que chacun est légitime à avoir sa propre interprétation de ce que sont les valeurs, c'est impossible de venir rétorquer quoi que ce soit à ça. Quelqu'un vous dit « Ah, mais c'est pas dans nos valeurs », vous n'avez plus rien à dire. Parce qu'à la limite, il est libre de penser qu'effectivement, c'est pas selon son interprétation, le truc qu'on propose n'est pas conforme aux valeurs. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On formule les projets de manière super ambiguë, jusqu'à ce que chacun se reconnaisse à peu près dans ce qui est dit. On vote le texte, mais bon, une fois qu'il s'agit de déployer le projet, on ne sait toujours pas quoi faire, parce que la seule chose qu'on aura fait, c'est dénoncer des grandes intentions, mais on n'aura pas dit comment, en pratique, on doit construire l'action collective. Et deuxièmement, et ça va faire le lien avec les questions qui ont été posées ce matin, il y a cette idée que les élus, les gens qui font partie de la ligne politique des organisations, sont les garants des valeurs et qui sont les seuls à même de raisonner politiquement versus, donc quand on dit raisonner politiquement, c'est-à-dire raisonner à partir des valeurs, versus un mode de raisonnement technicien qui serait l'apanage des salariés de la technostructure. On a beaucoup parlé de ça ce matin dans le jeu des questions-réponses. Et il y a à la Massif, comme dans d'autres grandes organisations de l'économie sociale, l'idée, en tout cas il y avait l'idée que pour être véritablement politique, l'élaboration d'un projet de transformation ne doit pas débuter par l'examen de ce qui se passe dans la technostructure, l'examen de l'environnement, mais par l'énoncé d'une intention politique déconnectée des pratiques. Autrement dit, moi j'ai souvent entendu, des gens me disaient on s'en fout de savoir ce que font les autres, nous on est différents. Ouais, mais le problème lorsqu'on dit ça, lorsqu'on est typiquement dans ce que racontait Saïd ce matin, on est dans une situation où il n'y a pas de vrai dialogue entre le politique et le technique, parce que c'est le politique qui a les valeurs et puis le technique, lui, il a qu'à suivre. Lorsqu'on suppose qu'on est déjà différent, précisément on ne vient pas construire et reconstruire des positions qui soient effectivement différenciantes. On reste dans l'ambiguïté,
tout en étant convaincu qu'on est différent, mais comme on ne vient pas réinterroger l'action collective pour la questionner et la transformer, on évolue finalement par la force des choses en imitant ce que font les concurrents et on se banalise. Donc pour ma part, je ne crois pas que le salut des organisations démocratiques se trouve dans l'imperméabilité, merci, entre le politique et le technique, avec ça, c'est cette affirmation de valeur d'une part, et puis l'action on devrait incarner les valeurs dans l'action dans un second temps, comme si cette distinction-là allait permettre à l'organisation d'éviter le risque de la banalisation. Bien au contraire, je crois que c'est cette imperméabilité qui conduit tout droit à la banalisation. Parce que dès lors qu'on est dans des activités complexes, par exemple la banque ou l'assurance, si vous n'avez pas des élus qui sont un minimum experts, ils ne sont pas capables de venir effectivement construire et contrôler l'action collective. Donc question des valeurs, j'aurais envie de poser la question, est-il nécessaire même de se parler de valeurs ? Je ne répondrai pas forcément à la question, mais peut-être apporter un petit peu de concret à ce qui vient d'être dit. Pour donner un peu l'exemple de ce qui se passe du coup au sein du MRJC, on va travailler sur la définition des valeurs. C'est un travail qu'on va refaire tous les 7 ans et qui va être une réflexion vraiment commune de l'ensemble des membres de l'association. On est une association qui est nationale et qui se redécoupe exactement comme le schéma territorial en France, par région et ensuite par département. C'est assez simple. Et chacun va prendre part à la réflexion autour des valeurs qui souhaitent que le mouvement porte pour les 7 ans à venir. Et pour faciliter un petit peu ce travail-là, on va se poser des questions autour de l'économie, autour de l'agriculture, autour de l'éducation. Voilà, on va se donner des portes d'entrée thématiques pour ensuite se dire comment est-ce qu'on veut porter ça au sein du mouvement et ensuite faire un travail de consolidation. Donc c'est quelque chose qui paraît très stratifié et très millefeuille, mais on arrive à le faire puisque depuis 90 ans on s'en sort et on a fonctionné toujours de cette manière-là. Et le fait de renouveler ce rapport d'orientation, donc toutes ces prises de position politiques du mouvement, ça permet aux nouveaux, qui sont très réguliers, de s'intégrer et de s'impliquer vraiment dans l'association. Et ce qui leur permet aussi d'aller vraiment titiller ces valeurs qui sont travaillées et donc posées sur papier et écrites. Et c'est les formations qu'on va mettre en place. On a un plan de formation qui est très important au sein de la structure, un plan de formation qui va être spécifique pour les salariés, pour les administrateurs et pour les militants. Et ensuite, on va avoir des formations pour les trois. Et c'est vraiment dans ces temps de formation, on va aller retravailler ce qui a été écrit et toutes les prises de position autour des grandes questions que le MRJC se pose. Ça va, voilà, c'est un écrit qui est figé à un moment donné, mais qui pendant 7 ans va continuer à vivre et va donc permettre à chaque nouveau qui arrive de s'impliquer au sein de l'association et de s'impliquer du coup dans la gouvernance, puisque une fois que le travail des valeurs est fait, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va mettre en place ça et concrètement comment est-ce qu'on va gérer ça, qui va prendre en charge les choses. Et ce qui s'est passé du coup pour nous dans les dernières orientations, on a décidé de réorganiser complètement notre fonctionnement d'assemblée générale. Donc on est maintenant, l'idée c'est de partir du local pour aller vers le national. Donc on va avoir les AG vont commencer au niveau des départements, puis au niveau de la région, puis au niveau du national. Et les informations vont vraiment circuler d'une autre manière, où avant elles partaient du national, puis en région, puis en département. Donc il y a une vraie volonté de prendre en compte ce qui se passe au niveau local, puisque pour nous l'important c'est cette base. Ce sera un non-sens de juste réfléchir au niveau régional, puisque l'action du MRJC est vraiment sur les territoires et comment est-ce qu'on s'implique au niveau du territoire. Et donc la gouvernance
pour nous, il faut qu'elle soit le plus forte et le plus présente au niveau local et au plus proche des militants. Donc, au plus proche parfois même des plus jeunes, d'où l'importance d'avoir une formation qui soit vraiment organisée pour leur permettre de prendre en main ce qu'on leur laisse, donc c'est-à-dire gérer un conseil d'administration, gérer le rôle employeur. On a des jeunes de 16-17 ans qui se retrouvent l'employeur de jeunes de 20-21. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire d'être employeur de ces jeunes-là? Comment est-ce qu'on fait? Et donc, on leur propose des formations pour leur permettre de répondre à ces questions-là. Et inversement, si eux ont des questions aussi, on est au niveau de l'organisation, c'est au niveau régional et national qu'on va pouvoir apporter ces réponses-là. Donc, c'est vraiment... les nouveaux arrivants, ils ont leur place parce que pour nous, l'association tourne énormément. J'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'on est sur des mandats de 3 ans, que ça soit au niveau salarié ou au niveau associatif, ou au niveau administratif, pardon. Donc ça veut dire que les jeunes, au bout de 3 ans, ils laissent la place à d'autres jeunes qui arrivent. Et là, s'il n'y a pas une passation de ce qui s'est dit et une formation qui n'est pas mise en place, l'association finit par un peu vite péricliter et disparaître. Et je voulais aussi vraiment insister, Kevin l'a refait aussi tout à l'heure, sur la confiance. On élit, chaque jeune est élu lors de l'Assemblée générale, que ce soit départementale, régionale ou nationale. Et à partir de là, comme il y a eu un travail collectif sur le rapport d'orientation et qu'en formation, il a été travaillé par tous, il y a vraiment l'importance de donner la confiance à ceux qui vont prendre la responsabilité de gérer l'association. Et ça, tant qu'il y a un problème de confiance, la gouvernance, elle risque d'avoir de nombreuses difficultés si on n'a pas confiance, si les militants autour ne sont pas soudés et n'ont pas confiance en personnes qu'ils ont eux-mêmes élues. Juste un petit point pour boucler entre les valeurs et les modalités de prise de décision. En fait, les valeurs, le rêve, la vision, tout ça, ça gagne à être travaillé en collectif, mais c'est encore beaucoup dans la théorie. Et c'est dans la pratique, sur le terrain, que ça va s'affiner et qu'on voit si on est au même endroit ou pas. En fait, tant qu'on est dans la parole, on ne peut pas savoir si on a la même représentation du mot démocratie, liberté, respect, etc. Et du coup, l'endroit où se prennent les décisions et qui prend les décisions devient déterminant parce que c'est là où on inclut ou on exclut ceux qui jouent le jeu, quoi. Voilà. Et la décision comme endroit du réel. Je voulais préciser. Si je peux redire un mot, je suis absolument d'accord avec toi. Et le problème, c'est dès lors que... alors, on est d'accord que c'est dans l'action que cette définition des valeurs se fait. Parce qu'au final, on peut se dire avoir des valeurs dès lors qu'on n'a pas arbitré dans l'action entre un choix A et un choix B, on n'a pas défini plus avant la signification qu'on donne à ces valeurs. Parce que la signification d'un mot, c'est l'usage qu'on en fait. Et le risque que moi enfin, l'obstacle à la construction de l'action que j'ai pu observer à la Massif, mais on voit ailleurs, c'est dès lors que les gens se disent on a des valeurs en partage et ça, ces valeurs-là nous permettent de nous définir en tant que groupe. Parce que dès lors qu'ils sont, face à l'action, amenés à devoir définir plus avant ce qu'ils entendent par leurs valeurs, ils ne peuvent plus le faire, sauf à faire éclater le groupe. Mais on ne fait pas éclater un groupe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne construit pas l'action. Et on reste comme ça, dans un espèce de discours abstrait, sans qu'on puisse s'en sortir. Dès lors qu'il n'y a pas, comme tu disais, une fonction de l'organisation qui est définie, qui permet de donner sens à ce qu'on fait. Il y a une fonction de transformation de l'environnement, comme vous avez témoigné. S'il n'y a pas ça, si on en reste à l'énonciation de grandes valeurs, en se disant on a des valeurs en partage, on a un groupe soudé, etc., dès lors qu'il faut arbitrer, on ne peut plus arbitrer. En fait, on se coupe des moyens de construire l'action en pratique. Je veux bien réagir parce que je
pense que notre expérience est assez intéressante par rapport à ce que tu dis à la Massif. Nous, du coup, on a un projet de charte qui pataugeait depuis 4-5 ans, et du coup, on a réussi à sortir un peu de l'ornière en validant quelque chose de notre dernière Assemblée Générale en juin. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dissocié plusieurs textes. Donc il y a un texte qui est le préambule des statuts. Quand on crée une coopérative d'intérêt collectif, il faut écrire dans un préambule des statuts ce que c'est l'intérêt collectif, en fait. Donc dire, c'est finalement, c'est quoi l'intérêt collectif qui nous rassemble, alors que, par définition, une coopérative d'intérêt collectif, elle réunit des parties prenantes de nature différente. Donc là, c'est un texte qui est un résumé de bonnes intentions, qui est vraiment une profession de foi, et qui du coup n'est pas du tout engageant, mais qui néanmoins sert pour dire qui on est. Et c'est quand même un document important, parce qu'en fait, quand il y a des gens qui toquent à la porte pour rentrer dans le grade, bah, du coup on leur donne ça. On leur dit, bah, tiens, tu lis ça. Si tu te reconnais là-dedans, tu reviens me voir. Si tu ne t'y reconnais pas, passe ton chemin. Et ça, c'est déjà utile, parce que du coup, on est une organisation assez protéiforme. Il y a une quinzaine de structures juridiques. Il y a 35 activités autonomes, qui sont du coup 35 lieux, 35 collectifs de travail. Donc il y a un enjeu sur le fait de décrire le dedans et le dehors, et de bien tracer une frontière entre les deux. Et ce qu'on a fait, et du coup je trouve justement pour lier cette question des valeurs à des enjeux plutôt d'action, c'est qu'on s'est dit on a besoin d'une charte. Et en fait, on a fini par dire en fait c'est pas une charte, c'est un cahier des charges dont on a besoin. Et ce cahier des charges va dire, ça veut dire quoi faire partie de GRAPP, et c'est quoi en fait concrètement comment on va traduire nos valeurs dans une pratique. Et donc ce cahier des charges, il se traduit par des critères. On a dit bon bah, alors on a longuement débattu, je vous fais pas grâce de toutes les discussions, mais pour arriver à des trucs du genre, une activité de distribution dans le GRAPP, elle doit avoir au moins 80% de ses achats réalisés en bio. L'échelle des salaires, elle doit être au maximum de 3 à l'intérieur d'une activité, etc., etc. Il y a plein de critères, mais pour le coup, on a eu cette approche de dire, en fait, si on veut que les valeurs, ce ne soit pas un truc où justement, effectivement, qu'on invoque un peu en mode « esprit es-tu là », ben, il faut le lier avec une pratique et se dire, en fait, soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Et tous les sujets sur lesquels on n'a pas forcément encore de consensus, où il y a des gens qui disent, ah, ben, ce serait bien que dans les critères du cahier des charges, il y ait ça. Du coup, on les a mis dans un troisième document qui est un peu le recueil des bonnes pratiques. Donc là, c'est un peu le truc, le document un peu plus gloubi-boulga, où on met plein de choses qui sont des idées que certains ont ou que d'autres ont expérimentées. Et puis en pariant sur le fait que potentiellement, dans le temps, il y a des sujets qui vont migrer du recueil des bonnes pratiques et qui vont intégrer le cahier des charges. Et ça, pour le coup, c'est hyper opérant dans l'action. Et typiquement, ça nous a permis de faire sortir une activité parce qu'on considérait qu'elle n'était pas en phase avec le projet. Et ça nous a permis de la faire sortir en n'étant pas dans le mélodrame, pour le coup. Parce qu'on a objectivé le truc dans un document. Et sur cette base-là, du coup, ça s'est bien passé. Et ça n'a pas été vécu par la personne comme un arbitraire ou j'aime pas ta gueule et donc tu